Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très difficile qui va diviser sur probablement le sujet le plus épineux du PSG en ce début de saison, d'un point de vue médiatique bien évidemment, mais ça c'est anecdotique à côté des enjeux tactiques d'un joueur aujourd'hui un petit peu isolé et puis au sein du club en interne en termes de gestion pour quelqu'un à qui on doit beaucoup. D'abord parce qu'il a fait ses statistiques, il a toujours été professionnel, la saison dernière il a porté le club et puis la fameuse prolongation surprise en mai, on va pas se le cacher, de Kylian Mbappé, vous l'avez compris, qui fait un début de saison réussi en termes de statistiques, mais en termes d'attitude, tactique, de langage corporel et de comportement, il y a quelques petites choses à revoir sur lesquelles on peut s'arrêter. Et ce qui est très difficile, c'est de placer le curseur au bon endroit entre bienveillance par rapport à ce qu'il a fait par le passé, la prolongation qu'il nous a gentiment donnée, et critique. Tout simplement parce que, par exemple, sa seconde mi-temps contre Lyon dimanche, elle est mauvaise. Mbappé est tout simplement nul, a trop forcé évidemment tous ses duels, il oublie Achraf Hakimi, on va y revenir. Bref, on va pas tout mélanger parce que là c'est un dossier qui dépasse complètement le terrain, mais on va commencer par là, la dimension tactique et de forme. On rappelle que sa préparation a été tronquée par la suspension au Trophée des Champions et ensuite une blessure pour le premier match contre Clermont. Donc Galtier l'a un petit peu isolé lors de la tournée au Japon. Il préparait ses matchs avec un 11 différent de Mbappé qui au final n'a pas beaucoup joué. Se retrouve contre Montpellier au Parc des Princes en août avec le reste de l'équipe qui a déjà une dynamique, Neymar Messi qui marche sur l'eau à ce moment-là, lui qui déjà a un déficit physique à accuser, et puis surtout doit s'incorporer dans ce nouveau système, ça on le savait très bien, je l'ai dit. C'est pour ça que cette vidéo aujourd'hui, elle me tient à cœur, parce qu'en août, avant les débuts de Mbappé officiels, je disais qu'il y allait avoir un temps d'adaptation parce que l'entraîneur a changé et surtout les dynamiques, la structure de l'équipe aussi. Aujourd'hui, tu as Neymar Messi qui marche sur l'eau et un système à 3 qui, on va se le dire, ne réussit pas vraiment à Mbappé. Il était la clé de voûte du dispositif tactique de Pochettino. Là, évidemment que c'est vraiment pas la même paire de manches pour lui, ce qui a conduit donc à cette fameuse histoire du penalty gate contre Montpellier. Son match n'est pas loupé pour autant. Ensuite, n'oublions pas la réponse magnifique de lui, comme Neymar et tout, contre Lille, la victoire 7-1 où Mbappé est excellent. Contre la Juventus, bon, c'est sûrement le sommet de son début de saison, le fameux doublé. Là, il porte le PSG, pas de problème. De toute façon, c'est sa compétition. Même contre Haïfa, le but qu'il met la semaine dernière est très très beau. La finition est réussie. Ça fait plaisir. Après, il y a aussi des matchs durant lesquels, déjà au sein même d'un match, il y a souvent un gros quart d'heure dans lequel tu le perds un petit peu en fait, où il disparaît des radars, où il sait pas trop comment se placer, et quand il a le ballon, il force un petit peu les choses, il s'y perd un petit peu dans son football. Ou alors tout simplement d'autres matchs où c'est plus qu'un quart d'heure. Brest par exemple, il passe à côté de son match, et contre Lyon, alors sa première mi-temps, franchement, elle est bonne. Il fait une bonne première mi-temps, par contre la seconde, comme je l'ai dit, est complètement loupée. Il s'entête déjà sur l'action avec Achraf Hakimi, à vouloir toujours dribbler Thiago Mendes, qui d'ailleurs, dans le match de Kylian Mbappé, une circonstance atténuante, c'est la performance de Thiago Mendes, qui est excellente tout simplement. Et ça, il y en a eu peu qu'il avait prédit avant le match, voir Thiago Mendes à un tel niveau face à l'Armada et plus précisément Kylian Mbappé. Bref, voilà un petit peu l'état des lieux. Statistiquement, c'est très bon, même si ça manque de passes décisives par rapport aux autres saisons, et tout ça a une traduction tactique, bien évidemment. Mais avant d'aller sur ce terrain-là, parlons un petit peu de l'attitude. Évidemment, il y a des actions où il oublie ses partenaires, son langage corporel le trahit par moments, parce que ça a beau être quelqu'un qui maîtrise toute sa communication, ça en reste déjà un garçon de 23 ans, donc assez jeune, et qui a du coup encore une énorme marge de progression. Et surtout, du coup, quelqu'un d'entier. Évidemment, plus tu es jeune, plus tu es entier. La vie t'apprend à être un petit peu moins intransigeant, un petit peu plus focus, si on veut grossir le trait. Mais dans tous les cas, par moments, c'est vrai qu'il paraît un petit peu déconnecté, tout seul dans sa bulle, comme Cavani à l'époque de la MCN en 2017. Bon, là, pareil, c'est caricatural parce que Mbappé, les statistiques suivent, et globalement,
bah Messi l'a fait marquer à de nombreuses reprises. Neymar, même si hors du terrain, il peut y avoir tous les problèmes du monde, sur le terrain, la relation n'en reste pas moins efficace. Neymar fait marquer Kylian Mbappé. Évidemment, la louche contre la Juve est absolument extraordinaire. Contre Lille aussi, c'est très très bon. Le petit problème, c'est peut-être Mbappé qui ne fait pas marquer les deux autres. Mais en même temps, ils sont tellement bas que c'est compliqué aussi de les faire marquer. Messi et Mbappé, la relation était efficace, pas du tout forcée la saison dernière. C'était vraiment un facteur X du PSG de Pochettino. Là, cette année, c'est un petit peu plus compliqué. C'est soit l'un, soit l'autre. Contre Lyon, Messi fait un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est arrivé au club. Et par exemple, 10 jours plus tôt, contre la Juventus, Mbappé prend les clés du camion, Messi est invisible la majeure partie du temps en fait. Messi, son match contre la Juve, bah il est moyen, il est déjà pas dans les standards de Messi en ce début de saison, et puis à l'échelle de sa carrière, bien évidemment que non. Donc là, évidemment qu'il y a un petit problème avec Neymar aussi, il va falloir gérer, ça c'est politique, évidemment, et c'est lié à la tactique, au mercato, peut-être aussi à tout ce qui lui a été promis au moment de sa prolongation. Si on veut être complotiste, attention, instant complotiste, comme dans quasi chacune de nos vidéos, on peut penser à Haaland, qui marche sur l'eau par exemple. On sait très bien que ça va être le duel de la prochaine décennie. Est-ce qu'il l'a pas dans la tête en fait? Est-ce que Mbappé pense pas aux Norvégiens en permanence et veut du coup, à chaque match, y aller de son but? Ça peut être quelque chose de tout à fait plausible en fait. Voilà, après c'est tout à fait complotiste. Voilà. Mais dans tous les cas, on a Haaland qui a franchi une étape, qui est aujourd'hui à Manchester City. Quand il était à Dortmund, évidemment, qui gênait moins médiatiquement Kylian Mbappé. Là, Haaland qui marche sur la première ligue. D'ailleurs, je pense que on peut déjà tirer une conclusion. Mbappé ira en première ligue à un moment donné de sa carrière. Rien que pour aller se mesurer en fait aux statistiques d'Erling Haaland. Bon là, on est quand même, c'est vraiment tiré par les cheveux ce que je dis. Bref, passons au positionnement. Parce que là, c'est la clé en fait qui explique le manque de passes décisives et surtout peut-être le manque d'épanouissement de Kylian Mbappé dans ce système par rapport à l'année dernière. En gros, l'année dernière, évidemment, il était au four et au moulin. À la construction, il décrochait beaucoup, il marquait, il faisait des passes décisives, tout le monde jouait pour lui, même Lionel Messi. Il était dans un rôle, globalement, il occupait un petit peu cet espace axe gauche, et Pochettino, d'un point de vue mental, psychologique, faisait de lui le facteur X de son équipe, le dépositaire du jeu. Neymar était par exemple isolé à gauche, Messi jouait pour lui, peut-être par humilité, parce que Messi savait très bien qu'il venait d'arriver en fait, qu'il ne pouvait pas avoir la prétention d'être le dépositaire du jeu, et peut-être parce que d'un point de vue physique, il n'arrivait pas à suivre tout simplement. Là, cette saison, c'est différent. On a d'abord un changement de structure tactique, avec ce système à 3 qui fait que dans l'axe, il y a beaucoup plus de densité. Un nouveau rôle pour Kylian Mbappé. Moi, je pense sincèrement qu'en fait, au début, Galtier voulait le faire jouer à droite, où il aurait été plus proche de son copain Achraf Hakimi, où ça aurait un petit peu plus équilibré. On le voit aujourd'hui, les attaques du PSG tendent beaucoup sur le côté gauche, ce qui est fort regrettable, parce que du coup, Achraf Hakimi ne peut pas se montrer. Sergio Ramos apporte tant bien que mal offensivement, mais il peine un petit peu à se connecter. Et donc, au début, par exemple, à Montpellier, Mbappé, sa première mi-temps, il l'a fait à droite. Un petit peu comme au début de sa carrière, où il marque par exemple un très beau but, premier match en Ligue des Champions, je crois, contre City. Le but légendaire de Mbappé, la grosse accélération, ça part de la droite en fait. Aujourd'hui, des buts comme ça, il ne les met plus parce qu'il aime le côté gauche, un petit peu l'axe. Donc à droite, c'est pas que ça n'a pas marché, mais je pense que Galtier s'est heurté au père de Mbappé lui-même, qui lui ont dit tu te calmes, maintenant je veux retrouver mon axe gauche, donc il l'a retrouvé très rapidement. Mais malgré ça, il est obligé. Il y a Nuno Mendes qui occupe le couloir, il y a Neymar qui est là, donc il est aujourd'hui globalement cantonné c'est un grand mot, à un rôle de buteur pur en fait. Je pense que là aujourd'hui, Mbappé, pour maximiser la dimension collective, il doit attaquer la profondeur comme il le faisait à ses débuts et se concentrer sur les buts, parce que Neymar et Messi marchent sur l'eau, ils vont forcément le faire marquer en fait s'il reste plus haut. Le problème c'est que là il s'entête à décrocher, ça sert à rien qu'il aille se mesurer à Neymar Messi à la construction. Évidemment qu'il est un cran en dessous, que ces deux-là sont probablement les meilleurs au monde aujourd'hui dans ce registre-là. En plus, tu as Marco Verratti qui est là, donc ces décrochages sont inutiles, on va se l'avouer. Et du coup, après, quand il est plus haut, il n'est pas présent dans la surface, et il est à contre-temps par rapport au mouvement de l'équipe. Quand Neymar Messi se mettent à casser les lignes, évidemment, Mbappé doit être obligé d'accélérer,
Même si, bon, là-dessus, voilà, il n'y a pas de problème concernant sa vitesse. Bref, voilà un petit peu le problème de Mbappé. Deux facteurs X au PSG de Pochettino. Un joueur ailier droit, bon ça a été balayé complètement, mais je pense que ça a été une réalité en interne. Mbappé a coupé l'herbe sous le pied à Christophe Galtier dans son animation. Et du coup, aujourd'hui, un petit peu rôle de buteur, parce que l'année dernière, évidemment, il y a quelque chose à prendre en compte, le niveau de Neymar et Messi, qui s'accaparent déjà beaucoup de ballons, parce qu'ils en touchent beaucoup, et qui ensuite les bonifient tellement que aujourd'hui, il faut partager. Il faut partager les statistiques, parce que Neymar est meilleur buteur, meilleur passeur de Ligue 1. Messi, je crois, est à 4 buts et 7 ou 8 passes décisives depuis le début de la saison. Donc là, il revient un petit peu dans ses standards. Ça fait plaisir, il fait marquer tout le monde et Mbappé le premier. Donc là, c'est vraiment assez compliqué en fait, là-dessus. Et c'est une science exacte pour moi. La saison dernière, il y avait un contexte. Voilà, tout simplement, il faut aussi prendre en compte les circonstances en fait. Aujourd'hui, tu as Neymar, Messi qui sont bien meilleurs, qui sont les facteurs X de l'équipe, donc Kylian Mbappé doit changer son jeu, doit être dans ce rôle en fait de numéro 9. Après, tout au long de la saison, ça va probablement changer. Par exemple, Mbappé, à la différence de Neymar et Messi, a toujours été professionnel. C'est pour ça qu'on sera toujours moins critique à l'égard de performances moyennes par Mbappé que par Neymar. Parce qu'évidemment, tu en as un sur les deux qui est revenu avec des kilos en trop, qui a loupé des matchs de manière diplomatique, qui est allé au Brésil à des moments où il aurait peut-être pas dû, tu vois ce que je veux dire. Et Mbappé, qui est évidemment un grand professionnel, ça je ne cesserai de le répéter, aucun doute là-dessus. Voilà, il est vraiment à l'essence même du foot, du professionnalisme. Mbappé n'est pas un joueur, peut-être qu'il a Haaland dans la tête, mais dans tous les cas, il ne veut pas lui ressembler sur le plan tactique. Parce qu'à l'heure où Haaland te dit qu'il veut toucher le moins de ballons possible et marquer le plus de buts, Mbappé, lui, veut justement garder cette facette de son jeu qu'il avait la saison dernière, à savoir joueur ultra complet, passeur et buteur à la fois. Aujourd'hui, c'est très compliqué parce que le rôle de passeur, c'est Messi, Neymar qui le prennent. Les pistons devraient aussi le prendre et du coup, il n'y a plus trop de place pour Kylian Mbappé. Donc voilà un petit peu d'abord la question du positionnement. Pour moi, elle se résout par les circonstances. Il faut qu'il les accepte tout simplement. Voilà, il y a des joueurs qui sont dans une meilleure forme. Il doit rester dans ce rôle de numéro 9 pour le bien en fait de l'équipe et décrocher un petit peu moins, attaquer plus la profondeur. Parce que lui au moins il sera servi. Achraf Hakimi il attaque la profondeur peut-être même plus que Kylian Mbappé. Mais le problème c'est qu'il est complètement oublié par Messi, Neymar. Bref. Ensuite, le mercato. Là, évidemment, ça explique l'attitude de Kylian Mbappé, certaines expressions faciales face à des questions. Par exemple, quand il te dit en conférence de presse que les autres équipes se sont renforcées considérablement, sont prêtes à aller chercher cette Ligue des Champions, et que nous, le PSG, on va se battre avec nos armes, c'est quand même une phrase qui est lourde de sens, tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi un moment donné, quand on lui pose une question, il fait un signe de la tête qui traduit clairement le fait qu'il n'est pas content du mercato. Et ça, je crois que il ne faut pas que ce soit tabou. On peut dire, ouais, les médias veulent mettre des bâtons dans les roues au club. La réalité, c'est qu'au-delà de Kylian Mbappé, même Luis Campos a dit lui-même sur RMC, en fait, vous voulez quoi de plus? Le directeur sportif, un conseiller sportif te dit que le mercato n'est pas bon. Non, il n'est pas content du mercato. Qu'est-ce que tu veux avoir de plus en fait? Mbappé l'est aussi, c'est évident. Parce que, bon, déjà en termes de nom, à la base, il voulait Pogba. Bon, là aujourd'hui, tu vois que, bref, les histoires de marabout blessure, ça le fait pas. Mais il voulait aussi évidemment Tchouaméni. Ousmane Dembélé, qui aujourd'hui est très bon avec le Barça. Voilà, c'est le chemin de la rédemption. D'ailleurs, il a une clause l'année prochaine à 50 millions, clause libératoire à 50 millions pour le mercato prochain. Et si un club décide de la lever, il y a 25 des 50 millions qui reviendront directement à Ousmane Dembélé et son entourage. Donc ça, c'est rudement bien négocié au moment de sa prolongation. Est-ce que le PSG va s'y engouffrer? Évidemment que, selon Luis Campos, non, il ne faut pas recruter Dembélé parce qu'on n'a pas besoin d'ailier aujourd'hui dans notre système et parce qu'il est attiré par les mêmes zones que Neymar, Mbappé, à savoir l'axe gauche. Bref. Donc le mercato, bien sûr que Mbappé n'en est pas content, il aurait voulu des joueurs un petit peu de classe mondiale, des titulaires tout simplement, lui il en a rien à branler, de Ekitike qui doit attendre son tour, de Mukiele qui techniquement n'est pas bon, de Carlos Soler et tout ça, non, évidemment que Kylian Mbappé, lui dans sa tête je pense qu'il voulait
des joueurs de classe mondiale. Et je ferai un lien avec Luis Campos, parce que beaucoup de gens disent oui, c'est la fin du bling-bling, c'est grâce à Luis Campos. Bah là, je dirais non. C'est plutôt grâce à Antero Henrique et surtout le fair play financier. Antero Henrique qui négociait comme un porc à la baisse, évidemment, les salaires, les indemnités de transfert, ce qui a fait échouer plein de dossiers, Scamacca, Skriniar et tous ceux qu'on ne connaît pas. Et le fair play financier qui est une réalité, au-delà des divergences entre Luis Campos et Antero Henrique, il faut réduire la masse salariale et on doit être dans les clous imposés par l'UEFA. Évidemment, Luis Campos, moi je fais partie des gens qui sont très clairs sur ce mercato. Évidemment que si on n'avait pas ces contraintes de fair play financier, s'il y avait budget illimité, le mercato du PSG, ça aurait pas été ça. Ça aurait été Robert Lewandowski en attaque. Au milieu, on aurait recruté Tchouaméni, voilà, dès le début. Et évidemment, en défense, Skriniar. Voilà, j'ai un autre nom. Ah bah oui, Bernardo Silva aussi. Bernardo Silva au milieu. Et peut-être en attaque aussi, Raphaël Leao. Même si lui, c'est compliqué parce qu'il y a superposition avec Kylian Mbappé en termes de registre tactique. Donc voilà, tu t'es heurté donc au fair play financier, à la volonté des clubs qui étaient trop gourmands, l'Inter avec Skriniar, et surtout à la volonté des joueurs, parce que Robert Lewandowski a toujours voulu le Barça, très compliqué de le négocier, même si tu aurais pu faire un jeu de chaise musicale avec Neymar, puisque les deux joueurs ont le même agent Pini Zahavi, le célèbre israélien je crois, et Tchouaméni, sa volonté, ça a toujours été de signer au Real Madrid, donc là c'est vrai que c'est toujours compliqué. Donc voilà un petit peu mon avis sur le mercato. Évidemment qu'il aurait été différent si on aurait eu budget illimité et les joueurs dans la poche. Or, de l'autre côté, est-ce que Kylian Mbappé a voulu le départ de Neymar? Je ne pense pas, mais on lui a promis, c'est certain. Quand tu vois la déclaration de Nasser Al-Khelaifi dans le Parisien au mois de juin, et les rumeurs, et surtout la forme actuelle de Neymar, en fait, c'est évident qu'on n'en voulait pas et que tout notre mercato a été conditionné à un départ de Neymar qui aurait donné les liquidités et l'espace sur la masse salariale pour recruter un Bernardo Silva, un Robert Lewandowski par exemple. Mbappé, je pense qu'on lui a dit, tu seras associé à Robert Lewandowski fin août. Voilà, et derrière, il y aura Bernardo Silva, Skriniar. C'est évident, enfin, en fait, il suffit juste d'avoir du bon sens là-dessus. Bref. Ensuite, le poids d'Mbappé au sein du club. Il pèse certainement. Évidemment, Julien Ménard a été nommé à la tête de la communication. Il a eu son mot à dire sur la nomination de Luis Campos. Oui, mais Luis Campos, il n'a pas eu la main totale sur le mercato parce qu'il y a eu Antero Henrique en parallèle qui a été nommé par Doha. Alors, il a été dans le deal en 2017. Peut-être qu'Antero est apprécié de l'entourage de Mbappé, j'en doute pas. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a été nommé par Doha et apprécié là-bas. Et qui est du coup venu mettre des bâtons dans les roues clairement à Luis Campos qui était lui par contre 100% entourage Mbappé. Ensuite, évidemment, tu as Antero, tu as le fair play financier et le dossier Aminata Diallo. Voilà, le dossier, l'affaire, rocambolesque, c'est absolument... En fait, c'est triste et c'est surtout complètement ubuesque parce que hier, tu as eu un papier du Parisien extraordinaire qui, voilà, te résume toute l'affaire. Bon, bref, on va pas... Faudrait en faire une vidéo, tout simplement. En gros, aujourd'hui, l'affaire, c'est, selon la justice, donc Aminata Diallo, qui a commandité un petit peu cette affaire de coup de barre de fer sur Kera Amraoui, sur fond de concurrence, et ça ne s'est pas arrêté là puisque derrière, avec l'aide d'un agent de pas mal de joueuses au sein du club et compagnon de l'une d'entre elles, donc quelqu'un qui sort avec une des joueuses du PSG, elle a commandité certaines choses, notamment par exemple la bagarre à l'entraînement entre Amraoui, Baltimore et tout le bordel, avant un match crucial de la saison, qui fuite dans les médias très rapidement, donc une fuite commanditée. Il suffit d'avoir du bon sens, certainement par Aminata Diallo et son entourage, donc pour mettre Amraoui hors jeu tout simplement. Là, ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est pas cette histoire, c'est les liens en fait avec la famille Mbappé qui sont avérés, qui ont été publics lors de la présentation de la BD que Mbappé sort à l'automne dernier, vous vous en souvenez. Elle était à sa cérémonie d'ouverture, Aminata Diallo. Et elle a fait un selfie avec Mbappé et Bilal Ghazi. Sur le selfie, tu vois les trois. Bilal Ghazi qui aurait justement, donc lui on le connaît, c'est un ancien journaliste de l'équipe qui aujourd'hui est conseiller en communication, si je dis pas de conneries, et qui est très proche depuis le début de la famille, de l'entourage Mbappé. Donc il aurait fait le pont entre les deux entourages, Diallo et Mbappé, parce que lui est originaire de la région de Grenoble, comme Aminata Diallo. Bref, donc la mère de Mbappé a rencontré Diallo à la présentation de la BD, je crois en fin d'année à Dubaï en vacances, au Parc des Princes, lors d'un match de Ligue des Champions. Ça, c'est les paroles de la mère, c'est Faisal Amari elle-même qui l'a dit, qui l'a confié aux Parisiens.
Et donc, en fait, elle l'a rencontré pour faire un document fait en collaboration avec une société qui est détenue par Kylian Mbappé sur cette affaire. Justement, sur cette affaire. Et le problème, elle a avoué, donc la mère de Mbappé a avoué avoir parlé de la prolongation de Diallo, parce que Diallo, elle fait tout ça pourquoi? Pour éliminer Amraoui du jeu, pour avoir plus de temps de jeu et gratter une prolongation de contrat avec le PSG. Au final, c'est ça la masterclass dans cette histoire, c'est ça qui me fait rire en fait dans tout ce dossier, c'est qu'Aminata Diallo a fait tout ça pour rester la remplaçante d'Amraoui, ne pas avoir de prolongation de contrat de la part du PSG et pire encore, voir Amraoui hier réintégrée au groupe du PSG. Quand elle s'est retrouvée début septembre sans club, elle a d'ailleurs attaqué le PSG en justice parce que dans les négociations de la prolongation, il y a eu un arrêt brutal à un moment donné et elle n'a pas compris pourquoi et du coup elle n'a pas pu rebondir en fait. Et aujourd'hui évidemment qu'elle est sur une autre case, la case justice, prison et tout le bordel. Mais c'est ça qui est le plus drôle en fait. Elle fait tout ça pour mettre hors jeu Amraoui et la justice, enfin la justice naturelle, pas la justice, l'institution, parce que voilà, évidemment, mener une enquête, ça prend du temps, pendant lequel la justice médiatique s'est emparée de l'affaire et a manipulé un petit peu l'opinion publique. Donc c'est ça le plus drôle en fait, elle a fait tout ça pour au final ne même pas réussir la saison dernière à en fait passer devant Kera Amraoui dans la hiérarchie sportive. Donc tu vois que là la mère de Mbappé a parlé d'une prolongation donc d'Aminata Diallo aux dirigeants dans un contexte, elle a dit désintéressé dans le cadre du projet documentaire. Par exemple, lors de son déplacement crucial à Doha pour la prolongation de son fils, elle n'a pas parlé de ça. Mais elle s'est mêlée en fait de cette histoire. Évidemment que le clan Mbappé pèse. Et là, il y a eu un sérieux accroc en fait. Et ils doivent évidemment s'en vouloir. Ils ont été bernés comme beaucoup d'autres personnes dans ce dossier. On peut peut-être pas vraiment nous, on peut pas leur en vouloir. On est des simples supporters. Mais eux, par exemple, ils peuvent s'en vouloir. Envers eux-mêmes, évidemment. Ils peuvent avoir des regrets d'avoir eu confiance en Aminata Diallo et tout ça. Tout ça pour dire que la mère de Mbappé pèse, mais pas autant qu'on puisse le penser. Parce que Luis Campos n'a pas la marge de manœuvre totale. Aussi parce qu'à la base, évidemment, le PSG est à une direction bicéphale, la direction parisienne où Mbappé peut avoir de l'influence, et la direction qatari à Doha, où là, ils ont leur mot à dire, c'est eux qui ont le mot final parce qu'ils ont l'oseille, et évidemment, Mbappé n'a aucune influence là-bas tout simplement. Et puis, concrètement sur Aminata Diallo, la mère de Mbappé s'est prononcée en faveur donc d'une prolongation de cette dernière, au final, que chic, terminé, elle ne l'a pas eu sa prolongation. Donc, évidemment, il y a un poids, mais pas tant que ça. Voilà, je voulais parler des droits à l'image. Ça, c'est un combat qui est noble de la part de Mbappé et qui est vraiment très bon. Je le soutiens à fond, donc il a obtenu gain de cause par rapport à la FFF pour la maîtrise de ses droits à l'image. Là-dessus, je trouve qu'il est en train de changer quelque chose au monde du foot, en fait. Et c'est très très bien ce qu'il fait. Franchement, là-dessus, bravo à lui, je le suis à fond dans son combat des droits à l'image, parce que, voilà, il y a trop de joueurs, c'est passé sous silence en fait dans les médias, il y a trop de joueurs qui au début de leur carrière donnent l'intégralité de leurs droits à l'image à une société sur une durée déterminée, et derrière, une fois que ça explose, la société associe les joueurs à n'importe quel placement de produit, ou alors sont trop gourmands en termes de prix. On peut penser à Paulo Dybala, par exemple, qui a vu son transfert à Tottenham échouer en 2019 parce que la société des droits à l'image en demandait trop et Tottenham ne voulait pas payer autant pour exploiter l'image de Dybala. Donc évidemment qu'il met en avant dans les médias un dossier quand même très important. C'est vrai que voilà, s'il ne veut pas s'associer au paris sportif ou même à KFC, c'est très bien. Et on a appris aussi récemment que dans cette motivation, il y avait aussi Intermarché, donc qui possédait donc les droits à l'image des joueurs de l'équipe de France. Qui après donc l'élimination à l'Euro avait fait une blague en mettant Mbappé dans un rayon, je sais plus, un rayon valise je crois, ou un rayon de rentrée scolaire, enfin je sais plus, franchement je sais plus, en disant allez hop on rentre à la maison, tu vois ce que je veux dire, en se foutant de sa gueule directement. Donc c'est vrai que ça peut ne pas lui plaire et qu'il peut avoir son mot à dire. Bravo, franchement ça c'est très noble. Je voulais finir là-dessus, l'histoire des droits à l'image, c'est très très noble. Maintenant d'un point de vue tactique, il y a beaucoup à bosser, d'un point de vue de dynamique aussi, et d'attitude, évidemment que Kylian Mbappé est incriminé. Il faut qu'il retrouve son football, l'essence même de ce qui fait de lui le joueur formidable à statistiques et à exploits qu'il a été depuis le début de sa carrière. Par exemple, il rechigne à aller jouer à droite, mais aujourd'hui, pourquoi il y va pas en fait? Contre Lyon dimanche,
Si c'était un bon pote avec Achraf Hakimi, là, je caricature puisqu'on se mêle de leur relation intime, enfin intime non, mais bref, qui dépasse le foot. Pourquoi il va pas sur le côté droit pour échanger avec Achraf Hakimi? On sait qu'ils ont une bonne relation technique. Contre la Juve, le second but, boum, passe décisive d'Achraf Hakimi. Pourquoi Mbappé va pas sur le côté droit, faire briller Achraf Hakimi, se connecter avec lui, avec Sergio Ramos? Et on sait très bien que si Mbappé va vers la droite, il va automatiquement attirer le regard avec le ballon de Lionel Messi et Neymar pour attirer ensuite le ballon. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette très longue vidéo vous a plu. On a élucidé tout le problème Kylian Mbappé. Ça a été assez complet, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, poser un like bien évidemment, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis ciao tout le monde, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour parler d'un autre joueur de l'effectif. Je pense que le prochain sera soit Neymar en termes positifs, soit Marquinhos en termes un petit peu négatifs parce que son début de saison est compliqué. Ciao les amis.